Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous. Avant de commencer, nous allons vous expliquer comment accéder à l'interprétation simultanée vers le français. Pour ceux d'entre vous qui en auront besoin, on sera là pour vous expliquer comment le faire fonctionner. Nous avons Damien et Marina avec nous. Merci d'être présents pour assurer l'interprétation vers le français pendant cette séance. Nous allons laisser l'écran affiché pour vous permettre d'activer l'interprétation. Je suis Amber, je travaille au CRC. Nous avons notre gestionnaire de projet également qui sera là pour vous aider pendant la séance. Cette séance est enregistrée. Nous afficherons le lien bientôt dans le clavardage. Comme mentionné, cette série de webinaires est organisée par le collectif euh, par le CRC, une initiative financée par 2 milliards d'arbres et lancée en décembre 2024. Il existe pour soutenir la mise en œuvre de projets DGEA à travers le pays et nous le faisons en créant une plateforme pour la communauté des planteurs d'arbres du Canada pour entrer en contact. Cette série de webinaires est l'une de nos premières séries de webinaires car de nombreux projets ont été mis en œuvre sur les sites après des feux de forêt. Nous entendrons trois intervenants aujourd'hui et nous ouvrirons la fonction questions-réponses à la fin. N'hésitez pas à y taper vos questions. Nous suivrons ce qui se passe dans le clavardoir aussi. Alors, si vous voulez bien vous présenter, ce sera apprécié. L'équipe organisatrice et les intervenants se joignent à cette séance d'aujourd'hui depuis les territoires traditionnels des Haudenosaunee, des Goneyengahaga, des Mississauga, des Anishinaabe, des Algonquins, des Huron-Wendat, des Blackfoot, des Tsuut'ina, des Nakoda et des Otypemisiwak et des Métis, des Micmacs et des Beothuk. Nous reconnaissons le rôle essentiel que les feux de forêt jouent dans les traditions et les pratiques de nombreux autochtones dans ce qui est aujourd'hui le Canada. Cette série de webinaires mettra en lumière la recherche qui a lieu au Canada sur la dynamique des forêts dans un climat en perpétuelle évolution et fournira quelques exemples d'approches pour la plantation d'arbres après des feux de forêt. Ces approches présentées aujourd'hui sont mises à l'essai dans des contextes écologiques différents. L'intention n'est pas de préconiser la reproduction de ces approches dans d'autres sites, mais plutôt de discuter de ce qui fonctionne moins. Alors pour y parvenir, nous compilerons des notes, des enseignements et prendrons des notes de cette séance pour pouvoir les diffuser. Je vous présente Val, directrice des programmes de reforestation à Forêt Canada. Elle sera notre animatrice. Val est une experte en gestion des prairies et des boisés. Elle possède de vastes connaissances sur l'utilisation des brûlages dirigés comme outil de restauration et elle est un chef avec plus d'une décennie d'expérience dans ce domaine. Merci d'avoir accepté d'animer la séance d'aujourd'hui. Merci Amber, je suis ravi d'animer la séance d'aujourd'hui. Avant de commencer, avant de parler de restauration des forêts après les feux de forêt, tiens à souligner les impacts dévastateurs que ces feux ont eus sur de nombreuses collectivités au Canada et plus récemment aux États-Unis. Bien que ce dont nous allons discuter aujourd'hui sera axé sur des aspects techniques de la restauration écologique, il ne faut pas oublier que les gens sont souvent les éléments importants de ces écosystèmes et qu'il existe des groupes comme Intellifeu Canada et l'Agence de santé publique du Canada qui font un travail remarquable pour préserver la sécurité des personnes et faire de la prévention des feux. Nous tenons à souligner qu'avant tout, la sécurité humaine et la prévention des risques de feu sont primordiales lorsque l'on parle de rétablissement après les feux de forêt. Alors, en réfléchissant à la manière dont nous plantons les arbres après un feu de forêt, on espère pouvoir créer des forêts saines qui résisteront mieux à des feux possibles à l'avenir. De nombreuses études indiquent qu'il est indéniable que la fréquence et la gravité des feux de forêt ont changé partout au pays. Ceux-ci se propagent à une vitesse sans précédent
et ils traversent des écosystèmes qui, historiquement, ne sont pas adaptés au feu. Par exemple, la saison 2023 des feux de forêt au Canada a vu un record de 15 millions d'hectares brûlés, soit 7 fois la moyenne nationale. C'est pourquoi il s'agit pour nous d'une situation sans précédent et nous apprenons tous ensemble. La décision de restaurer ou non un site est aussi importante que la rédaction de la prescription de la plantation elle-même. Donc c'est essentiel de tenir compte des spécificités de chaque site et d'identifier les objectifs à long terme d'un projet avant de commencer. Cette série a pour but de vous faire part de l'état de la recherche sur la dynamique forestière et de vous donner quelques exemples d'approches utilisées pour la plantation d'arbres après des feux de forêt. Ce n'est que le début. Nous reconnaissons que davantage de recherche et d'expérimentation sont nécessaires pour comprendre pleinement les meilleures pratiques pour ce type de restauration. Nous voulons reconnaître que la restauration après feu de forêt est un domaine en développement avec peu d'experts établis, ce qui rend l'apprentissage par les pairs et la collaboration avec les chercheurs et les détenteurs du savoir essentiel pour mettre en œuvre ce travail important efficacement. Le thème de la session d'aujourd'hui, les changements que connaissent les espèces, n'est qu'un aspect qui contribue à la complexité des décisions qui doivent être prises dans le cadre de nos activités. Les feux de forêt devenant de plus en plus fréquents et intenses, la réussite de la régénération naturelle de certaines espèces est devenue plus variable que par le passé, en raison de la combustion du sol au niveau minéral, de la colonisation des sites par des espèces envahissantes, et enfin de la combustion d'écosystèmes non adaptés au feu, ce qui entraîne une restauration lente, voire inexistante. Dans le but de permettre aux forêts de se rétablir sainement, nous devons adapter notre approche de plantation d'arbres en termes de sélection d'espèces et c'est exactement l'objectif de la séance d'aujourd'hui, à savoir d'aborder des considérations relatives à la sélection des espèces lors de la plantation. Je tiens à remercier nos intervenants d'aujourd'hui d'avoir pris de leur temps pour participer à cette séance. Nous avons avec nous, dans un premier temps, Dr. Lucas Brahan, qui est chercheur en feux de forêt au sein du Service canadien des forêts à Corner Brook, Terre-Neuve. Il a obtenu son doctorat en géographie à l'Université Memorial de Terre-Neuve et Labrador. Bien qu'une grande partie de sa recherche soit axée sur l'écologie des paysages et des milieux après incendie et sur l'impact du réchauffement climatique sur la régénération des forêts, il participe à des projets de recherche nationale portant sur les risques d'incendie et la préparation des collectivités, ainsi que sur la mise en évidence des acteurs mal desservis dans la surveillance des feux de forêt. Alors bienvenue à vous. Merci beaucoup. Très bien, merci à tous et à toutes de m'avoir invité à venir m'exprimer devant vous aujourd'hui. C'est un privilège pour moi de pouvoir ouvrir le bal. C'est intéressant de parler de l'aspect écologique des feux de forêt et en quoi le rôle des feux dans les écosystèmes change, de même que les conséquences de ces changements. En 10 minutes, alors ce sera très condensé. Accrochez-vous, accrochez votre tuque, ça risque d'aller un petit peu vite. Mon exposé prendra probablement 12 minutes. Alors, souvent, lorsqu'on parle de feux de forêt, on peut vous montrer des photos assez effarantes, mais on va en parler un petit peu de manière positive également. Le feu est un événement naturel qui se produit dans les milieux et qui est presque nécessaire pour de nombreux écosystèmes, et ce partout dans le monde. Beaucoup d'espèces dans les forêts ont évolué, leurs stratégies de reproduction ont évolué pour profiter de ces feux, justement. Par exemple, il y a l'épinette noire qui profite grandement de ces feux. Elles ont notamment des stocks de graines qui sont libérés après un feu de forêt. Une brise légère peut disperser également ces graines, ce qui permet à certaines espèces de mieux se répandre. Le pin ponderosa a aussi une écorce très épaisse qui lui permet de survivre à certains feux auxquels il est exposé et on voit ces arbres porter les marques de feux successifs. Il faut reconnaître le fait que les humains sont un petit peu les co-créateurs de cette relation entre les plantes et le feu depuis des siècles. Nous avons une image ici
qui nous vient de l'Université du Wisconsin, qui indique des cicatrices liées au feu sur l'écorce d'un pin. Donc il s'agit d'incendies de feux de forêt plutôt, qui ont eu lieu fréquemment et qu'ont connu les peuples autochtones qui vivaient sur le territoire et qui s'occupaient de réguler en quelque sorte ces feux de forêt dans la mesure du possible. Les feux de forêt sont donc un phénomène naturel dans une certaine mesure, mais ça a des effets dévastateurs lorsque ça arrive proche des populations. C'est très difficile, c'est d'une grande complexité et c'est très coûteux. En raison du changement climatique, ce lien tragique ne va faire que s'accroître. 2023 a été particulièrement marqué par les feux de forêt, comme nous ne le savons que trop bien. C'est vraiment un enjeu national qui ne touchait pas qu'une seule région. Il y a eu des feux de Terre-Neuve jusqu'à la Colombie-Britannique et n'a épargné presque aucune province. C'est donc quelque chose sur laquelle il faut nous pencher. Nous avons vu que 2023 était l'année où il y a eu le plus de feux, mais la superficie des zones visées par les feux de forêt a augmenté. 2024 était une année importante en termes de superficie de territoire touchés par les feux de forêt. Qu'est-ce qui cause cette augmentation de la superficie des zones affectées par les feux de forêt? Bon, ce n'est pas simple. Il y a des caractéristiques régionales spécifiques. Il y a aussi une variabilité d'une année à l'autre, mais on peut résumer les facteurs en trois catégories. D'abord, les caractéristiques du combustible, par exemple les forêts d'épinette noire à Terre-Neuve. Alors, toutes les caractéristiques spécifiques de cette espèce, qu'est-ce qu'il y a proche du sol, dans les couches plus élevées de la canopée? Est-ce que c'est plus ou moins inflammable? Est-ce qu'il y a beaucoup de bois mort, d'herbes mortes, etc. Et il y a aussi l'historique de la gestion de ces forêts qui compte. Y a-t-il eu des brûlages effectués par des autochtones ou des populations traditionnelles? Y a-t-il eu d'autres feux de forêt par le passé, etc. La deuxième composante, eh bien, c'est la météo, qui varie d'une saison à l'autre, les conditions de sécheresse. Moi, j'aime ces chiffres ici qui nous indiquent l'évolution des précipitations depuis 1940, du mois de mars au mois de mai 2023. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que dans les provinces de l'Atlantique et les maritimes plus particulièrement, euh, c'était la 2023 était la deuxième année la plus sèche depuis 1940. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin du mois de mai? On a eu plein de feux de forêt en Nouvelle-Écosse. Donc il y a un lien très clair à ce niveau-là. Enfin, il y a aussi les événements d'allumage, si vous voulez. Pour qu'un feu arrive, il faut une source, qu'elle soit causée par des facteurs naturels ou des facteurs humains. Et avec le changement climatique, ces trois catégories de facteurs changent. Les caractéristiques régionales, la variabilité d'une année à l'autre, quelque chose qui arrivait avant au printemps ne peut laisser prévoir ce qui arrive plus tard pendant l'été. Mais nous avons maintenant de plus en plus de données qui nous permettent de faire des prévisions. Maintenant que nous savons ce qui cause les feux de forêt, penchons-nous sur les espèces qui m'intéressent et que nous connaissons également comme l'épinette noire. On peut voir où elle est implantée, de l'île de Terre-Neuve jusqu'à l'intérieur de l'Alaska et même en fait le littoral de l'Alaska. L'épinette noire est adaptée au feu. Elle a des banques de graines qui se libèrent lorsqu'il y a un feu. Et lorsqu'un feu arrive, cette espèce en bénéficie. C'est ce à quoi on peut assister quelques années après un feu de forêt. On voit l'arrivée de tout un tas d'herbes et de graines d'épinette noire qui finissent par pousser et devenir des arbres matures 200 ans plus tard. Mais avec le changement du régime des feux de forêt, on a des feux qui sont dont la température est trop élevée ou trop grave et on va
se pencher là-dessus pendant notre prochaine séance, qui promet d'être intéressante. Les feux aussi sont beaucoup plus fréquents, donc plutôt que d'arriver tous les 80 à 100 ans, maintenant ceux-ci arrivent de tous les 30 à 40 ans, ou quelque chose comme ça. Et ces feux se produisent dans des zones qui n'ont pas l'habitude d'en voir. J'ai fait beaucoup de recherches dans le nord du Yukon, sur le territoire des Witchin, sur les territoires des Wanda Witchin, et on a pu constater un changement du profil des feux de forêt. Pareil, en Nouvelle-Écosse, dans la forêt acadienne, avec les espèces à feuilles caduques. Alors, en quoi est-ce que cela se traduit par des changements dans les forêts? Eh bien, ces nouveaux types de feux affectent la résistance des graines. Il se peut, par exemple, qu'on ait un environnement hygrophobe qui expose ces graines d'arbres à des conditions extrêmement difficiles. Si on a des feux plus fréquents, ces graines peuvent difficilement s'adapter et d'autres cas d'arbustes qui sont de moins en moins résistants également. Donc du point de vue des graines et des arbustes. Dans le cas de feux très graves également, ceux-ci peuvent faire brûler les banques de graines et cela peut entraîner également une concurrence, un changement de la concurrence entre les différentes espèces. Nous assistons à l'émergence d'espèces qui commencent à être mieux adaptées au feu par rapport à d'autres. Donc, on peut s'attendre, comme on l'observe, à ce qu'il y ait une transition d'un écosystème forestier à un écosystème caractérisé davantage par des arbustes et des buissons. Et ça, c'est une photo qui a été prise dans le nord du Yukon, où se produisent fréquemment des feux de forêt. On peut voir que cette tendance s'observe partout au Canada. Cela reflète des données de 2001 sur la résilience de l'épinette noire. Et on peut voir en rouge et en jaune que partout au pays, il y a échec de régénération de cette espèce en raison de l'augmentation de la gravité des feux de forêt, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et il y a aussi une trajectoire de changement. En quoi se transforme un couvert d'épinette noire après un feu de forêt? Je pense qu'il me reste 2 à 3 minutes. Alors, je vais vous indiquer rapidement les travaux de recherche que nous faisons. Donc, en 2022, un an avant les feux de 2023, l'île de Terre-Neuve a connu ses propres records en matière de feux de forêt, 3 au centre de Terre-Neuve. Donc, ça a été pour nous une excellente occasion de nous pencher de plus près sur les feux de forêt dans un climat humide, typique des maritimes. Et ça nous a permis également de simuler les effets du changement climatique. J'ai créé une expérience qui nous a permis de manipuler les graines. On a réparti les graines dans le milieu. Elles ont été plantées dans des forêts après feu de forêt. Il s'agissait d'épinettes noires, de pin noir et du pin de l'Est. Et nous avons créé ces chambres que vous pouvez voir ici en plastique. Je ne vous recommande pas de porter ces panneaux de plexiglas, ils sont très lourds, mais ça permet de bloquer le vent et ça permet de réchauffer la zone de 1 à 2 degrés. Donc c'est ce à quoi on peut s'attendre dans un environnement où le climat va changer et où la température va se réchauffer. Alors très rapidement, pour ce qui est des résultats, pour l'épinette noire, les pousses, données recueillies sur les pousses, juin 2023, c'est là que le projet a vu le jour. On peut voir la hauteur des pouces entre le groupe contrôle et le groupe de l'expérience. Donc regardez où se trouve cette ligne du centre. Avril 2024, saison de croissance. Légère différence dans la hauteur moyenne, mais pas significative. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir ce qu'il en était 2 saisons plus tard. En juillet 2024 et en novembre 2024, on voit une différence considérable de la hauteur de ces pousses dans un environnement chauffé et qui a brûlé par rapport à un environnement qui a tout simplement brûlé. Donc on a assisté à une augmentation de la hauteur, mais il n'y a pas eu de changement de diamètre. Il va falloir que je me pense là-dessus. Pour ce qui est des graines qui ont germé, les choses sont un peu différentes, mais ce qu'il faut regarder, c'est le groupe contrôle
C'est une zone qui n'a pas beaucoup de germination des graines de manière naturelle, donc ça indique un besoin de gestion forestière dans ces zones. Nous savons que la résilience n'est peut-être pas là naturellement. Il faudra peut-être à ce moment-là intervenir en plantant des pousses. Donc là-dessus, je tiens à vous remercier. Je vous présente quelques photos de petits visiteurs qu'on a eus, certains plus sympathiques que d'autres et plus destructeurs que d'autres. Mais si nous avons du temps à la fin de la séance, je serai ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci, c'était un excellent exposé. Nous avons ensuite avec nous Brent Brown. C'est un... Il a beaucoup d'expérience dans son domaine. Il se penche sur la question depuis 2023. Son leadership lui a permis de bâtir des partenariats clés avec les autochtones, les gouvernements et l'industrie. Il est à l'origine d'initiatives novatrices. Il a une grande passion pour le dialogue et la coopération, ce qui permet d'obtenir de bons résultats pour tous. Bienvenue, Brent. Vous pouvez voir ma diapo? Oui. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sélection des espèces d'arbres pour la restauration des milieux. Avant de commencer, je tiens à souligner que j'ai l'honneur de résider, de travailler sur le territoire du Traité 7, les territoires traditionnels des Stoney Nakoda, des Chiniki, des Bearspaw et des bandes Wesley, les Tsuut'ina, les Niitsitapi, les Blackfoot, les Siksika et des bandes Piikani et Kaina. Et je tiens à reconnaître aussi que je suis sur les terres de la nation métisse de la région 3 et et que j'entretiens des liens d'amitié importants avec les peuples autochtones. Je tiens à faire quelques remerciements, notamment le gouvernement provincial de l'Alberta, qui nous permet de nous y retrouver, l'Association des professionnels de la reforestation, qui permettent de mettre en application et d'élaborer des politiques et qui nous a permis de faire la promotion de ces webinaires et de même que TELUS, un bailleur de fonds. Moi, j'ai grandi sur une ferme avec une scierie portative, donc je connais la foresterie et l'agriculture depuis que j'ai 5 ans. J'ai commencé à planter les arbres en 2004, je gagnais 25 dollars de l'heure, j'ai beaucoup appris. Ça, c'était dans le nord du Manitoba. Et je travaille pour l'organisation qui m'emploie depuis 2017 et j'ai 21 ans d'expérience dans l'industrie en Alberta. Je vais vous parler un petit peu des solutions environnementales de TELUS. Nous sommes une équipe passionnée qui s'affaire à restaurer le milieu naturel. Nous voulons renforcer la résilience face au changement climatique et agir sur la sécurité alimentaire notamment. Nous mettons l'accent sur la reforestation post-feu de forêt, la restauration des littoraux, notamment en rétablissant la mangrove et le varech. Et nous nous efforçons de tisser des partenariats avec les autochtones pour appuyer la collectivité et mettre l'accent sur les priorités en matière de rétablissement du milieu. Je vais vous parler un petit peu de nos projets de plantation. On veut rétablir la forêt boréale touchée par des feux de forêt. C'est essentiel pour les cygnes trompettes, les caribous des bois et les grizzlies. Sans plantation, il faudrait jusqu'à 200 ans pour que ces régions puissent devenir recouvertes d'arbres. Maintenant, considérations liées à la plantation, il y a les conditions du site. Dans les zones plus basses, celles-ci sont sujettes à des inondations et à une sursaturation en eau parce que les feux de forêt affectent l'absorption de l'eau en raison notamment de l'absence de végétation. Il faut parfois éliminer la couche supérieure du sol pour permettre une plantation efficace. Et il y a une rétention accrue du gel en raison de la couverture herbeuse. Donc pour ce qui est du moment, nous tentons de le faire pendant le printemps et l'été. Le couvert neigeux est essentiel pour la protection des pousses.
mais pendant l'hiver 2023-2024, celui-ci a été moins important. Donc on se sert d'obstacles naturels pour protéger ces pousses dans la mesure du possible. Et parfois des animaux qui viennent brouter, cela peut représenter un risque pour les nouvelles pousses s'il arrive un troupeau d'animaux. Ceux-ci peuvent se nourrir de ces jeunes pousses. Il y a aussi les conditions du sol. Donc on évite de planter directement dans les cendres sans avoir de minéraux et de matière organique. Et on se tient à l'écart des zones brûlées en raison du risque de chaleur. Et on est en train d'étudier ce à quoi pourraient ressembler les conditions d'un microsite à l'avenir. Les terrains qui se prêtent le mieux à la mise en œuvre de ces projets, c'est des territoires, les terres de la couronne non visées par des obligations. Rien ne peut être fait sur ces territoires sans être approuvé dans le cadre d'un plan d'exploitation. À titre d'exemple, l'un de nos sites. Bon, il y a eu les feux de Macmillan en 2019 et les feux de forêt du Grizzly Complex de 2023 qui ont eu un effet dévastateur sur les collectivités, mais aussi sur tout l'écosystème de la forêt boréale et la zone avoisinante. Nous avons mis l'accent sur l'épinette blanche qui se démarque par sa capacité à se rétablir dans ces zones. Et comme vous pouvez le voir, ces espèces étaient très adaptées. Il y a aussi des plantations qui n'ont jamais, des zones qui n'ont eu aucune ouverture, donc aucune possibilité de procéder à des activités de reforestation dans cette zone. Alors le gouvernement pourrait vouloir se pencher sur ces aspects des couverts non commerciaux. Pour ce qui est maintenant des couverts à feuilles non caduques, il s'agit de programmes qui visent des zones où des couverts à feuilles non caduques ont brûlé proche d'une population de conifères importante. C'est un nouveau projet sur lequel nous travaillons et nous tentons de favoriser ce processus. Pour ce qui est des consignes, lorsqu'il y a un feu de forêt, nous évaluons ce qui a changé dans le milieu pour prescrire des méthodes de plantation. Il faut tenir compte de la faune qui y réside notamment et des espèces qui ont survécu. Il y a aussi tout l'aspect de la sélection des espèces. Donc on ne peut rien faire au début sans suivre la réglementation. Il faut suivre les normes en matière de gestion des ressources. Il faut aussi suivre les règles en matière, la réglementation en matière de gestion du bois. Et nous devons adhérer évidemment à la loi sur les forêts, les codes régissant le respect des cours d'eau, etc., la loi sur les pêches, la loi sur les espèces en péril. Tous ces aspects sont à respecter et nous devons aussi respecter évidemment les zones de plantation désignées. Pour ce qui est des espèces, maintenant, nous devons tenir compte de ce qui a été identifié dans cette zone, donc utiliser des espèces indigènes idéalement. Donc, nous mettons l'accent sur l'épinette blanche, étant donné qu'elle ne se régénère pas très bien naturellement. Et nous tentons de suivre les prescriptions que nous avons émises, comme je l'ai mentionné, pour ce qui est de mettre en œuvre une stratégie, en plus des espèces, utiliser euh, des arbres de taille plus grosse permet de les favoriser dans le cadre de la concurrence avec euh, les herbes, etc. On envisage une densité d'environ 200 plantations par hectare. Si il y a de la régénération naturelle, eh bien on essaye de diminuer cette densité, si celle-ci se produit naturellement, afin de renforcer, de favoriser la concurrence en faveur des arbres. Et finalement, il y a la sécurité. Donc, il faut vraiment planter en respectant la sécurité.
C'est plus important de faire primer la sécurité sur la productivité sans exception. Il y a aussi, bien sûr, plein de risques liés aux incendies de forêt. Il y a des dangers aériens avec les arbres fragilisés, mais aussi des débris tranchants qui peuvent être dangereux. On peut aussi avoir une visibilité très réduite à cause de la fumée et qui peuvent perturber les opérations et compromettre aussi la viabilité des sémiers. Donc, ça ne vaut pas la peine de prendre des risques à la sécurité pour essayer de faire primer la productivité. Voilà, merci beaucoup et je serai très heureux de répondre à toutes questions. Merci. Merci. Excellente présentation. Finalement, nous avons Matt McKernan qui a fondé Integrity Reforestation. Il a aussi commencé en tant que planteur d'arbres à 19 ans et il a aussi acquis une expérience de première ligne en leadership, en formation et en mentorat auprès de milliers d'individus qui ont travaillé dans ces entreprises. Il a géré la plantation de plus de 200 millions d'arbres et il a ainsi acquis une grande compréhension des logistiques et des considérations environnementales liées à la forêt et à la sylviculture en général. Bienvenue, Matt. Merci. J'espère que vous m'entendez bien. Merci. Donc, je suis très heureux d'être des vôtres. Je m'appelle Matt McCurden. J'ai fondé Integrity Reforestation et j'en suis le PDG actuel. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous sommes une grande entreprise de replantation. Nous avons planté l'année dernière environ 5,4 millions d'arbres. Cette année, nous planifions de planter 6,3 millions, dont 2 millions sur des terrains impactés par les incendies. J'aimerais vous parler de notre expérience avec le feu de forêt de Ogoki en 2023. J'aimerais vous parler de la façon dont le feu a opéré, notre approche à la replantation et au reboisement et ce qu'on a appris ainsi que des domaines d'études futurs. Donc, voici une carte de la région où l'incendie a éclaté le 12 juin 2023. Vous voyez qu'il n'y avait pas d'incendie. Et ensuite, on a eu une tempête avec des éclairs et l'incendie a pris racine. Donc, vous voyez ici que le 15 juin, on avait quelques dizaines d'hectares. Le 20 juin, ça a augmenté par 10, 377 hectares. Et 2 jours plus tard seulement, on en était à presque 2000 hectares qui brûlaient, donc 4 fois plus. Le vent poussait l'incendie vers le nord-est. Voici une image de l'incendie en 2023 à Ogoki. Cette image a été prise à partir d'un hélicoptère. Et quelques jours plus tard, un peu moins de 10 000 hectares ont brûlé. C'est là que l'incendie a été contrôlé par une tempête de pluie. Donc, entre le 12 et le 27 juin, l'incendie a ravagé presque 10 000 hectares de forêt. J'aimerais maintenant vous parler de notre approche vers le reboisement. Comme j'ai dit, nous sommes très adaptifs envers nos apprentissages dans ce processus. Donc, nous avons quelques principes qui guident nos décisions. Premièrement, nous voulons toujours évaluer très en profondeur les stratégies qui peuvent être appropriées au reboisement pour chacun des projets. On essaie de concentrer notre intervention dans des endroits où il est difficile
de revitaliser le territoire ou qui montrent des signes de stress écologique. Nous essayons aussi d'avoir des graines locales pour replanter, pour préserver l'intégrité génétique. On essaie aussi évidemment de planter des espèces endémiques. Voici maintenant un aperçu de notre approche. On essaie de collecter le plus de données possible pour essayer de comprendre les conditions qui ont mené à l'incendie. Nous avons été en mesure de collecter de bonnes données du MNRF de la station. Donc, on a pu avoir des données sur la météo, sur les données de pluie, la direction du vent, la force du vent, l'humidité, etc., qui nous a permis d'avoir un peu plus de contexte pour le reboisement. Ensuite, nous avons cartographié les régions où l'incendie a été le plus ravageur. Nous avons combiné des photos aériennes et du vidéo. Nous avons aussi colligé des données sur l'humidité et des indices de NDMI et NDVI, hein, donc des indices différentiels d'humidité et de végétation pour essayer de classifier les différentes régions post-incendie en niveau de sévérité. Et ensuite, nous sommes allés sur le terrain, nous avons évalué sur le terrain les niveaux de reboisement naturel. Donc, on a essayé de voir où on trouvait des euh, des plantules, des jeunes arbres. On voulait aussi évaluer la composition du sol, les espèces invasives et le potentiel pour le reboisement dépendamment de la composition des espèces qui peuplaient ces régions et la viabilité des graines. Nous avons ensuite colligé toutes ces données et nous les avons analysées en les amalgamant. Nous avons été en mesure de prioriser notre intervention, surtout dans des régions qui ont été sévèrement brûlées, où l'incendie a vraiment ravagé le territoire de façon à ce que aucun reboisement naturel ne puisse avoir lieu et où la banque de graines avait une grande probabilité de destruction. Nous avons aussi concentré notre intervention là où la végétation a vraiment été détruite, où il y a eu de l'érosion du sol, où euh, d'autres dommages structuraux, aussi des régions où il y avait des perturbations d'humidité et où la mousse a séché. On a aussi priorisé des régions où il y avait beaucoup d'activités phoniques et aussi des régions qui étaient prometteuses en matière de reboisement et de recouvrement. Il est nécessaire d'attendre vraiment longtemps avant une revitalisation des milieux humides. Donc, par exemple, là où il y avait beaucoup de mousse et où il y avait des milieux humides, elles sont souvent complètement séchées par le feu et peuvent prendre du temps à récupérer. Donc, dans ces régions humides, on doit vraiment prendre bien soin de bien échelonner les interventions en temps. Les travailleurs doivent recevoir des instructions vraiment spécifiques à un incendie de forêt. Dans plusieurs cas, les sols ont été détruits ou encore font l'objet d'érosion ou de ruissellement. Ça peut être donc très frustrant de travailler sur ces sites et les planteurs ont besoin d'instructions plus spécifiques. Parfois, les opérations coûtent plus cher parce que on a besoin de travailler plus fort pour revitaliser ces milieux.
Voici une observation très intéressante au sujet de sols qui avaient été altérés, qui souvent brûlent à une température plus haute. Par exemple, les sols qui ont été traités mécaniquement. Voici un incendie sur lequel nous sommes en train de travailler. Et vous voyez que le sol avait été préparé mécaniquement. On voit les tranchées. Donc, ceci crée des conditions où l'oxygène peut pénétrer plus profondément dans le sol. Et l'intensité de ces incendies est beaucoup plus haute dans ce genre de conditions. Nous avons déjà couvert rapidement ce sujet avec Brent et Lucas, mais clairement, c'est la météo finalement qui va influencer le rythme de reboisement et de régénération d'un territoire. Une autre observation intéressante, à prendre peut-être avec un grain de sel, mais c'est que on ne sait pas pourquoi, mais c'est au bord des routes que les forêts semblent régénérer plus rapidement. C'est peut-être intéressant à noter. Et finalement, je vais passer rapidement pour ce qui est de la recherche future. Je pense qu'on peut avoir des recherches intéressantes sur l'impact sur la vie aquatique, surtout avec le changement de niveau d'oxygène dans les cours d'eau pendant un incendie qui peut avoir un impact majeur sur la vie aquatique. Et aussi, on doit comprendre ce qui constitue un pare-feu efficace pour l'intégrer ensuite dans nos stratégies de reboisement. Nous sommes aussi en train de nous concentrer sur des projets liés à la faune. Nous voulons revitaliser la faune dans nos projets. Par exemple, dans le cas de Goki, il s'agit d'un habitat pour le caribou et on veut non seulement régénérer le territoire, mais aussi voir si on peut faire quelque chose pour ramener la faune locale dans le territoire. Nous aimerions remercier tous les partenaires à ce projet. Donc, on a plusieurs OBNL et l'Agence de développement Ogonoki. Merci beaucoup. Excellente présentation. Merci beaucoup, Matt, et merci à tous nos orateurs. Nous allons maintenant ouvrir la parole. Nous avons une question pour Lucas. Qu'entrevoyez-vous sur la base de vos résultats pour les 2 à 4 prochaines années, sur la base de seulement une saison? Question très intéressante. C'est pour ça que j'ai fait allusion à une idée. On peut observer dans des environnements plus chauds une augmentation de la hauteur, mais le diamètre demeure le même. Donc, ce n'est pas nécessairement un indicateur de survie pour ces arbres. On peut supposer que ces arbres essaient de gagner par rapport à d'autres espèces invasives en hauteur ou qu'ils peuvent être plus susceptibles dans des environnements aussi chauds à des épisodes de sécheresse. Même dans des milieux plus chauds, on peut observer des conditions de stress pour le reboisement. Autre question. Monsieur Cambeau voudrait savoir si vous pourriez parler du reboisement de plantules dans les milieux contrôlés. Oui, dans les terrains contrôlés, ils se situent quand même dans des milieux affectés par le feu. Et les résultats, c'est qu'ils
Ils ont quand même une composante d'auteur. Donc, ils continuent de croître, ça va bien, mais ils le font à un taux beaucoup plus lent. Pour ce qui est de la plantation, je pense que les opérations de reboisement peuvent quand même porter fruit, surtout dans mon territoire de Terre-Neuve et Labrador, où les plantules, même s'ils ont été dans ces chambres chaudes, ils peuvent se réchauffer, ils peuvent croître même dans des environnements difficiles. Une question de Hilary Lafort. Est-ce que vous faites du traitement de sites pour essayer de rendre ces sites plus sécuritaires pour le reboisement? Une très bonne question. Nous ne faisons pas de préparation de site, mais clairement, nous pouvons tirer avantage de préparations faites avant l'incendie, par exemple, utilisant des D8 ou D9, qui sont des recommandations qu'on peut trouver dans plusieurs contextes. Et parfois, après un incendie, dans des sites préparés, on a moins de compétition ou de concurrence pour les plantules de la part des espèces invasives. Pour ce qui est des sites de restauration de faune, là, on entre dans toute une autre catégorie de d'exigences. Donc, nous n'avons pas vraiment ajouté ce niveau de complexité à nos opérations. Pour ce qui est du danger de l'élimination d'arbres brûlés, eh bien, on essaie de modifier les accès au site pour qu'ils soient plus sécuritaires, mais on n'enlève pas d'arbres brûlés dans un contexte qui est dangereux. Nous avons une autre question de la part de quelqu'un dont on ne connaît pas le nom. Pour Matt, quelle est la survivabilité? Est-ce que vous pourrez nous donner une proportion? C'est une très bonne question. Nous essayons toujours de viser le 90%. Nous avons fait un petit projet pilote dans notre région en juin de 2024. Un petit projet de 28 000 arbres. Nous avons planté de l'épinette blanche et du pin. Donc, nous avons eu de très bons résultats. Pour l'épinette noire, par exemple, par contre, on a eu beaucoup de difficultés. Il y a eu une survivabilité de seulement 60%, qui est très basse. Et dans ce cas, nous allons faire d'autres plantations l'année suivante quand on n'a pas une grande survivabilité. Mais clairement, on veut assurer que les arbres continuent de croître. Pour ce qui est du pin noir, c'était probablement le résultat d'une mauvaise technique de plantation. Et c'était difficile aussi de trouver du sol minéralisé sur ces sites. Quand les planteurs voient de la mousse, ils essaient de planter l'arbre dans la mousse, mais dans beaucoup de régions, cette mousse a été complètement asséchée par les incendies. Donc, il y a toutes sortes de techniques de plantation et de sélection de sites qui auraient pu contribuer à une plus grande survivabilité sur ces sites. Mais c'est quelque chose que nous allons certainement surveiller à l'avenir. Merci, Matt. La prochaine question nous vient de James Farrell et c'est une question pour Lucas. Est-ce que vous avez quantifié les effets de la concurrence sur la réponse des plantules? La gestion de la végétation pourrait jouer un rôle et aussi l'atténuation des effets du changement climatique. Très bonne question. Chez nous, nous avons, par exemple, un problème où une espèce
prend le contrôle après un incendie? Nous essayons de comprendre comment l'épinette noire ancienne se transforme en un paysage qui est vraiment dominé par les broussailles après un incendie. Donc, les broussailles ont un impact et une importance sur la propagation des plantules et on ne comprend pas tout à ce sujet. C'est encore un peu tôt pour juger de la situation pour le moment, mais ils ont certainement un certain impact direct sur les plantules. Merci, Lucas. La prochaine question est pour Brent de la part de Jim Hunt. Pourquoi est-ce que le peuplier est planté dans certaines régions de feuillus? Pourquoi? Eh bien, j'avais déjà parlé de drageonnement des peupliers. Dans le site dont j'ai parlé, le peuplier faux-tremble semblait se régénérer une deuxième fois après le drageonnement. Et donc, on essaie de faire un projet pilote, d'en planter et de voir comment ça peut se comparer à une régénération naturelle. Normalement, les peupliers reviennent tout naturellement et on essaie de se concentrer sur d'autres espèces. Merci. La prochaine question est aussi pour vous, Brent. C'est intéressant de vous entendre sur la formation avancée pour le reboisement, surtout pour les épinettes noires. Oui, on a des formations spécifiques pour ce genre de site. Je ne sais plus ce que j'avais dit par rapport à la formation prescriptive, mais clairement, nous faisons des formations sur les sites. J'ai une question pour tous les panélistes. De la part de Tosso Bozic, est-ce que vous avez pensé que sur certains sites de conifères où le sol se retrouve beaucoup plus dégradé, euh, est-ce qu'il serait judicieux de planter plus de peupliers qui seraient plus adaptables alors à ce genre de sol? D'un point de vue albertain, normalement, non. On essaie de replanter les mêmes espèces qui étaient présentes avant. Donc, s'il y avait de l'épinette, on essaie de replanter l'épinette. Mais j'ai donné, bien sûr, cet exemple particulier pour le peuplier. Merci. La prochaine question nous vient de Hillary pour Matt. Pour vos exercices de GIS où on priorise les régions de régénération, là où l'incendie était particulièrement sévère et où il y a eu de grands changements en végétation et en humidité, est-ce que vous utilisez de l'imagerie euh, captée à distance? Oui, je ne suis pas un expert en imagerie, mais on regarde effectivement le NDVI et le NDMI et on essaie de cibler les régions où l'humidité a été le plus dégradée et où la végétation ne se régénère pas naturellement. Donc, on essaie de comparer les valeurs avant et après l'incendie pour obtenir une image beaucoup plus claire de la sévérité et de l'impact écologique de l'incendie pour mieux prioriser l'ordre de nos opérations. Merci. Nous avons le temps pour une dernière question de la part de Léona. Est-ce que les gestionnaires de terrain
sont en conversation avec les peuples autochtones locaux pour voir quels pourraient être les objectifs en matière d'écosystème et de, par exemple, de développement durable, de sécurité alimentaire, de médicaments, etc. Oui, on a parlé à des collectivités du côté du risque pour comprendre l'impact potentiel des coupes-feu. Quels pourraient être des usages potentiels de ces coupes-feu après un incendie? C'est donc là une occasion pour nous d'avoir une conversation au sujet, par exemple, de sentiers culturellement importants ou autres sujets connexes. D'accord. Est-ce que nous avons terminé notre période de questions-réponses, Amber? Oui, merci beaucoup. Nous pouvons continuer. Donc, merci beaucoup. J'aimerais conclure cette séance avec quelques derniers commentaires et des possibilités d'en apprendre plus. Nous avons réfléchi à ces changements dans la nature des espèces, que ce soit via la migration d'espèces ou l'adaptation. Il y a beaucoup plus de travail à faire. La sécurité devrait toujours être la priorité numéro un et nous sommes heureux de comprendre, de voir qu'il y a vraiment beaucoup d'efforts déployés envers la sécurité de ceux qui font la restauration du paysage. Et on essaie aussi de réduire l'exposition à la fumée et améliorer la santé respiratoire des planteurs dans ce genre de milieu. On n'a pas d'approche unique pour la plantation et la restauration, le reboisement. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que dans la période qui suit un incendie, quand le paysage commence à reprendre vie, on a un moment critique où on peut prendre des décisions judicieuses sur le reboisement et par la plantation d'arbres afin de maintenir l'intégrité écologique tout en atténuant les risques d'incendie futurs et s'adaptant à notre climat changeant. C'est donc important d'avoir ces conversations pour en savoir plus sur les personnes qui effectuent les travaux de recherche dans ce domaine et accroître le niveau de confiance pour prendre de futures décisions. Donc, merci à Lucas, Brent et Matt d'avoir été si généreux de votre temps et d'avoir partagé vos expériences. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour donner quelques détails sur la prochaine conférence de Fora Canada avant de céder le micro à Amber. Fora Canada organise sa conférence annuelle à Mississauga, en Ontario, le 20 février. Il s'agira d'une journée bien remplie de conférenciers experts, de discussions importantes portant sur une variété de sujets, notamment des progrès technologiques qui soutiennent et façonnent la restauration de paysages, les stratégies dirigées par les Autochtones pour la résilience économique et environnementale, le pouvoir de transformation du travail de reboisement et plus encore. L'événement débutera la soirée précédente, donc le 19 février, avec une soirée sociale et une remise de prix. Vous pouvez vous inscrire à forêtcanada.ca. Je vais maintenant parler rapidement de la séance de la semaine prochaine. Vous allez entendre une autre séance. Le mercredi prochain, nous allons diffuser cette séance-ci sur reforestcollective.ca pour il sera aussi possible de s'informer au sujet des prochains événements. Merci beaucoup.